il est le cofondateur de Nextink, une licorne discrète valorisée à plus de 3 milliards de dollars, qui emploie 1200 collaborateurs dans le monde, avec une technologie qui est née tout près d'ici à Lausanne et qui améliore aujourd'hui le quotidien numérique de plus de 25 millions de personnes. Donc j'ai l'immense plaisir d'accueillir Patrick Herzog qui va me rejoindre. Applaudissements s'il vous plaît. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. On s'assoit. Alors, le thème CIS 2026, c'est l'innovation par la destruction. Mais quand on a préparé ensemble cet entretien, vous m'avez tout de suite corrigé en me disant, Delphine, nous, on a construit sur 22 ans, on fait plutôt de l'innovation incrémentale. NetSync a aussi commencé dans la cybersécurité. Et ma première question, c'est comment on passe de la sécurité pure à l'expérience digitale des employés? Alors bonjour à tous. Ouais, c'est une longue histoire, c'est 22 ans. C'est pas juste passé de la sécurité à l'expérience numérique des employés. Il y a eu plusieurs choses entre deux, principalement dû au marché, c'est d'écouter ses clients, d'écouter ses prospects, de regarder où c'est qu'il y a de l'attraction, où c'est qu'il y en a un petit peu moins. Quand on a démarré il y a plus de 20 ans, la sécurité, c'était important. Mais dans les grandes entreprises, les départements de sécurité étaient un petit peu le parent pauvre. Donc, il n'y avait souvent pas beaucoup de budget. On avait beaucoup de clients qui nous disaient: «Ah, mais c'est très intéressant, mais malheureusement, j'ai pas le budget.» Et on avait d'autres personnes dans les entreprises qui venaient vers nous disant: «Ah, tout ce que vous faites avec votre intelligence artificielle», déjà il y a 20 ans en arrière, c'est intéressant, mais en fait, j'ai un besoin beaucoup plus précis. Je ne sais même pas, mes employés, quelles applications ils utilisent dans mon entreprise. Est-ce que vous pouvez nous faire ça? Elle dit: «Bah oui, bien sûr, c'est la base, c'est un dixième de ce qu'on fait.» Et simplement on a trouvé déjà un peu plus de traction. Donc, on est passé de la sécurité à ce qu'on appelait IT Operation, IT Analytics, il y a différents termes. Et on a continué un petit peu de croissance, etc. Nous, pas la traction qu'on espérait. Nous, on a toujours l'ambition de grandir beaucoup. Et une chose qu'on a remarqué en parlant avec nos clients, avec nos prospects, c'est qu'ils nous disaient: «Mais écoutez, nous, on a tous les outils possibles, imaginables pour surveiller notre infrastructure. On regarde, on a tous les outils de monitoring des serveurs, tout est vert. On a tous les outils de monitoring du réseau, tout est vert. Mais mes employés se plaignent toujours que ça ne marche pas. On ne sait pas pourquoi.» Et nous, nos positionnements de notre technologie ont été très bien positionnés pour résoudre ça. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de se dire: «Ah, nous, on pourrait mesurer l'expérience, ce qu'on appelle l'expérience des employés, voir comment ils utilisent l'outil informatique, quels sont les problèmes auxquels ils font face, et après aider bien évidemment à résoudre ces problèmes-là.» C'était ce qu'on appelait l'effet pastèque. Vous savez, vu de l'extérieur, tout est vert, et puis quand on coupe et on regarde vraiment à l'intérieur comment ça se passe, tout est rouge. Donc, nous, on s'est dit, là, il y a quelque chose. On sent qu'il y a un problème qui n'est pas résolu dans les grandes entreprises, et c'est un marché qui n'existait absolument pas. Personne parlait d'expérience des employés. Et on s'est dit, nous, on pense qu'il y a quelque chose. Donc, on a pris notre bâton de pèlerin. On a parlé avec beaucoup de prospects, beaucoup de clients, beaucoup d'analystes. Ça nous a pris j'ai envie de dire quelques mois, quelques années presque, pour convaincre que c'était un vrai marché. Et aujourd'hui, c'est un marché qui est établi. Vous connaissez sûrement les analystes Forrester, Gartner, etc. Depuis 2, 3 ans, même Gartner a un Magic Quadrant sur l'expérience numérique des employés. Donc, Digital Employee Experience, souvent c'est abrévié simplement DEX. Donc, c'est un marché maintenant qui est clairement établi, qui n'existait pas, mais c'est un marché qu'on a nous créé, vu qu'on ne trouvait pas vraiment le bon positionnement pour ce qu'on voulait faire. Merci infiniment. Moi, j'ai envie de savoir un petit peu si on regarde ces 2 dernières décennies, donc vous êtes parti de 3 cofondateurs à 1 200 employés aujourd'hui. Quelles ont été les grandes étapes, marquantes, de chaque grande évolution? On pourrait dire ça comme ça. Je dirais que c'est plus un grand ensemble de petites étapes, plus dans le cas dans notre exemple, que de grandes étapes. Bien sûr, il y a le premier client, le deuxième client qui est des fois plus dur qu'à avoir que le premier. Après le premier gros client,
aussi qui est intéressant. Après, il y a les différents taux de financement, et cetera, et cetera. Tout ça, c'est des étapes qui sont importantes, qui nous font évoluer. Je vous parlais un peu de parcours, des différents sortes de pivots qu'on a fait. C'était aussi des étapes importantes, mais c'est des étapes qu'on remarque a posteriori. C'est pas qu'un jour, on se met dans un bureau où on dit, tiens, demain, on pivote. C'est des choses qui se passent au fil du temps. Et après, quand on regarde un petit peu en arrière, on se dit, ouais, là, on a eu raison. Là, à ce moment-là, c'était une étape qui était importante. Mais sur le moment, on s'en rend pas forcément compte. On a un petit peu le nez dans le guidon à faire tout ce qui est possible pour grandir, pour s'améliorer. Et peut-être juste le quotidien, donc de 3 cofondateurs à 1 200 employés. J'imagine que votre quotidien, a profondément changé. S'il y avait, comment on pourrait qualifier ce changement? Comment vous l'avez vécu? Ah oui, c'est un changement perpétuel. Dans mon cas, je suis pas le CEO de l'entreprise. C'est mon autre cofondateur, Pedro, qui vit aujourd'hui aux États-Unis, qui est le CEO. Moi, je me suis toujours concentré plus derrière, un peu sur le produit. Au début, bien évidemment, j'ai implémenté jusqu'au le produit, etc. Maintenant, je m'occupe vraiment de l'expérience, le UX du produit. Donc, pour moi, ça a évolué parce que c'était, j'ai envie de dire, beaucoup plus simple quand on était des 15 personnes autour d'une table dans une pièce pour prendre des décisions. Aujourd'hui, ça prend des jours, des semaines, voire des mois. Donc oui, des fois, on regrette un petit peu l'époque où on était un peu plus petit, un petit peu plus agile, j'ai envie de dire. Mais c'est des changements, ouais, c'est des gros changements. J'ai envie de dire, de grandir une entreprise comme ça, c'est un des plus grands challenges, c'est le côté humain. C'est déjà trouver les bonnes personnes. Donc, on essaye d'engager les bonnes personnes. Dans la majorité des cas, on réussit. On a fait aussi plein d'erreurs sur les personnes qu'on a engagées. Donc, il faut corriger la course. Et puis oui, essayer de garder la culture de l'entreprise qu'on avait au début jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est un challenge qui est énorme. Est-ce qu'on a réussi? J'ai envie de dire, en partie oui. Sur d'autres aspects, peut-être un petit peu moins, mais je pense que ça va avec la croissance. Vous parliez de Pedro Bados, hein, qui est, un des cofondateurs et le CEO actuel de Nexink. Il est parti à Boston en 2020. Est-ce qu'on est obligé de partir aux États-Unis pour être, en quelque sorte pris au sérieux, financièrement? Je pense qu'on n'est pas forcément obligé. Maintenant, pourquoi Pedro est parti? C'était pas forcément pour être pris au sérieux. Bien évidemment, nous, notre cœur de marché, donc nous, on vend aux grandes entreprises. Le marché américain est un marché très important. En plus, dans la tech, on vend pas que aux entreprises de la tech, mais on est une entreprise de la tech. Donc, c'est un marché qui est clairement important. On a ouvert le marché américain il y a longtemps. Au début, ça s'est pas bien passé. Euh, Peut-être pas les bonnes personnes, pas le bon moment de l'entreprise, je sais pas, ça s'était pas bien passé. On avait fermé les États-Unis et on est revenu plutôt sur l'Europe pour continuer à se développer. Et après, on a dit non, maintenant c'est le bon moment pour développer les États-Unis. Et pour le faire de manière sérieuse, c'était important d'avoir une personne sur place qui développe ce marché. On ne peut pas juste engager des personnes sur place puis penser qu'elles vont connaître l'ADN de l'entreprise, du produit, etc. et faire ça en autonomie. Donc c'était plus d'avoir quelqu'un sur place pour développer le marché américain. Et après, bien évidemment, quand on grandit, quand on fait des tours de financement de plus en plus importants, vous connaissez tous la difficulté de lever des grandes sommes en Suisse ou en Europe. Bien évidemment, à la fin, on les lève au niveau mondial et souvent américain. Vous êtes, je crois, à peu près 250 employés à Lausanne. C'est quoi? C'est la R&D? Vous gardez, les ingénieurs, ultra qualifiés à Lausanne? Enfin, comment vous répartissez dans le monde? Alors, Lausanne, c'est un de nos deux quartiers généraux. Je veux dire, il y a Lausanne et Boston. À Lausanne, on est principalement, oui, le côté R&D, produit développement. Donc, au niveau produit développement, on est une grande partie à Lausanne, mais pas seulement à Lausanne. On a aussi un grand centre à Madrid et à Bangalore, en Inde. Après, on a d'autres fonctions, bien évidemment, aussi à Lausanne, d'administration légale, HR, avant-vente, après-vente, etc. Mais principalement, oui, c'est sur la gestion du produit. Pourquoi? C'est une bonne question. Parce que, bon, historiquement, on est là. Donc, beaucoup des gens initiaux de l'entreprise sont à Lausanne. Je pense que la Suisse a un très, très bon bassin de talents, même si on doit engager beaucoup à l'étranger.
quitte à faire venir les gens en Suisse. Un grand centre d'innovation, etc., à Lausanne avec les PFL et tout ça, donc c'est intéressant. Mais on est obligé, hein, comme je vous ai dit, on a des bureaux aussi à Madrid et en Inde, parce que en Suisse, c'est compliqué de trouver assez de talents. En plus, bien évidemment, c'est un peu plus cher en Suisse, mais surtout, c'est difficile de trouver les talents. Ça donne quoi le mélange, États-Unis, Suisse? Une belle réussite en tout cas, mais est-ce qu'on arriverait à qualifier, cette sauce qui arrive à prendre? Bon, nous, plus que se dire américain-suisse, on se voit plutôt comme une entreprise globale. Nouveau, on a une dizaine de bureaux tout autour du monde. Le dernier qu'on a ouvert, c'est au Japon. Donc là, la différence de culture est aussi importante. Donc nous, on se voit plus comme une entreprise globale, pas trop suisse, américaine. Finalement, ça a peu d'importance. Donc on se considère vraiment comme étant globaux. Euh, c'est une force de Nexting. Depuis le début, Pedro, vous avez deviné avec son nom, n'est pas d'origine suisse, il est espagnol. Il a fait ses études à l'EPFL et c'est là qu'on s'est rencontrés. Après, finalement, il est resté une quinzaine d'années en Suisse. Mais dès le début, on a toujours eu une très, très grande diversité dans l'entreprise, notamment en termes de nationalité et je pense de culture, de nationalité, de genre, etc. Donc, pour nous, ça a toujours été une force, un différenciateur et quelque chose qu'on a toujours promu et trouvé positif d'avoir cette diversité. Donc maintenant, de se considérer comme global, c'est un pas assez naturel. Alors bien sûr, aujourd'hui, impossible de ne pas parler d'intelligence, artificielle. Comment, est-ce que vous l'intégrez, déjà peut-être au sein des produits, NextSync et de manière, plus générale? Alors, je dirais l'IA, pour nous, c'est à trois niveaux. C'est l'utiliser pour nous en interne dans l'entreprise. Donc, comme dans toutes les entreprises, j'ai envie de dire, on apprend à l'utiliser, à s'améliorer avec et à retirer un maximum de valeur avec cette IA, que ce soit nos ingénieurs, que ce soit même en general administration, tout le monde essaye d'intégrer l'IA de plus en plus dans ses workflows, dans ces processus. Donc ça, je dirais que c'est purement en interne chez nous pour être meilleur, pour être plus productif. Après, bien évidemment, on utilise beaucoup, beaucoup d'IA dans le produit. Comme je l'ai dit, il y a 22 ans, quand on a créé l'entreprise, on a une spin-off du laboratoire d'intelligence artificielle des PFL. Donc l'IA, c'est vraiment dans notre ADN. Alors, c'était peut-être pas exactement la même IA que ce qu'on a aujourd'hui, mais c'était quand même de l'IA. Donc, c'est quelque chose qu'on a toujours eu dans le produit. Bien évidemment, avec les avancées plus récentes, ça ouvre les possibilités dans nos produits. Donc, on utilise beaucoup d'IA à l'intérieur du produit pour fournir de meilleures fonctionnalités et de meilleurs produits pour nos clients. Peut-être on reviendra dessus. Et dernière chose qui est l'IA pour Nexting, c'est aussi l'IA que nos clients utilisent. Donc, les grandes entreprises, je pense qu'on en a parlé tout le matin, veulent utiliser l'IA. Maintenant, pour utiliser l'IA de manière efficace, c'est pas juste d'acheter des licences ChatGPT ou Copilot et juste les distribuer à tous les employés et puis dire, oh, c'est bon, on est AI native. Pas du tout. Beaucoup d'entreprises sont en train de se poser la question, quel est vraiment le ROI, le retour sur investissement de tout ça. Donc nous, avec nos données, on permet de mesurer l'utilisation de l'IA dans les entreprises, de comprendre qu'est-ce que les employés font avec l'IA, comment ils l'utilisent, quels sont les gains de productivité qu'ils utilisent. Et grâce à ça, on redonne ça à nos clients qui peuvent piloter leur transformation ou leur voyage vers l'IA. Donc c'est vraiment l'IA à plusieurs niveaux pour Nexink. On parle aussi souvent, d'agents IA ou d'automatisation, dans tout ce qui est support, informatique et puis pour, revenir avec, le sujet du jour de destruction, est-ce que, vos agents IA vont détruire ce fameux support informatique? En un mot, oui. C'est le but. On vient de sortir un produit où le but, c'est d'éliminer en tout cas le premier niveau de support informatique, parce qu'on se rend compte que des agents intelligents sont mieux à même, plus capables, plus rapides à résoudre les problèmes des employés comme un premier niveau de support. C'est beaucoup plus simple pour un employé de vite contacter un agent plutôt que de passer des heures au téléphone avec une personne qui a peut-être soit des compétences un peu plus limitées, mais soit des droits d'agir plus limités. De cette manière, un agent peut être beaucoup plus efficace. Donc, c'est mieux
pour l'employé. Bien évidemment, il ne faut pas se cacher, c'est beaucoup mieux pour les entreprises parce que ça coûte beaucoup moins cher. Il faut pas se leurrer. Les entreprises aujourd'hui veulent réduire les coûts, faire plus ou autant pour moins cher. Malheureusement, il faut bien couper à quelque part. Est-ce que ça veut dire que tous les gens du support informatique, des supports informatiques vont être licenciés? Probablement pas. Certains vont être redirigés vers d'autres fonctions, mais ça peut clairement avoir un impact. Et puis avant de passer aux questions, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup, j'aimerais, finir un peu sur une note inspirante dans le sens où est-ce que vous auriez un conseil ou un mindset, à avoir, à nous partager pour naviguer dans ces prochaines heures, semaines, ou années, dans ces périodes d'incertitude et de grands bouleversements? Je dirais ce que je dis toujours, on essaie de se dire en interne, et ce que je dis à ceux qui démarrent des startups, c'est vraiment de bien comprendre quel problème on veut résoudre avec la technologie, avec le produit, avec l'IA, peu importe. Très très bien comprendre le problème, aller vraiment jusqu'au fond du problème. Après la solution, une fois qu'on connaît bien le problème, la solution, souvent, elle vient assez naturellement. Donc de ne pas faire des choses parce que les autres le font, parce que c'est la mode, parce que X ou Y, mais vraiment bien comprendre quel problème on veut résoudre. Et non seulement le comprendre, mais d'être aligné en interne sur le problème à résoudre. C'est le plus grand challenge. Je vois même chez nous en interne, souvent de s'aligner sur quel problème on veut résoudre pour nos utilisateurs, pour nos clients. C'est là qu'il y a le plus de discussions, le plus de challenge. Après, trouver la solution, on trouve toujours une solution. Oui, merci beaucoup pour votre présentation, votre parcours et le succès de votre entreprise. Donc bravo. Moi j'ai une question au niveau géopolitique. Avec ce qui se passe aujourd'hui, on lit la presse, on s'aperçoit qu'au niveau européen, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui commencent à craindre un peu que leurs données, leurs outils soient maintenus par des GAFAM. Donc on parle de plus en plus de souveraineté des données et des outils. Est-ce que ça, vous le ressentez, vous, dans votre univers, ou c'est pour l'instant, c'est juste une réflexion au niveau des médias, en fait, qui... Euh, non, je pense qu'on le ressent, c'est quelque chose qui est important. Malheureusement, aujourd'hui, si je regarde pour Nexink, quelle est l'alternative? Malheureusement, il n'y en a pas. Notre produit, notre plateforme, donc c'est une plateforme qui est dans le cloud, comme toutes les plateformes modernes. Donc nous, on utilise AWS, donc le cloud d'Amazon, qui est bien évidemment américain. Euh, on aimerait bien fournir autre chose avec une entreprise peut-être européenne, mais aucune entreprise n'est capable de fournir les mêmes fonctionnalités avec les mêmes performances partout sur Terre. On a des clients en Amérique du Sud, en Australie, au Japon, en Amérique du Nord. D'arriver avec une qualité de service aussi haute et aussi importante, malheureusement, c'est compliqué. Après, on a des clients qui sont spécialement en Europe, et je pense ils ont raison, qui sont assez sensibles au fait de la confidentialité pardon, de leurs données. On leur offre, il y a des clouds qui sont d'Amazon, des instances en Europe, etc., qui protègent en partie, on dira. Je pense qu'à la fin, on peut toujours, il suffit d'une décision judiciaire aux États-Unis pour regarder, mais on offre aussi des possibilités d'encrypter les données directement dans les plateformes, ou même nous, on n'a pas la clé d'encryption. Donc, ça permet de mitiger certains soucis. Mais aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Merci beaucoup pour l'historique et pour tout ce que vous avez partagé. C'est quoi les pires erreurs que vous avez prises et qu'est-ce qu'il faut absolument éviter? Alors, je commence par la fin. Qu'est-ce qu'on a fait différemment? Euh, Honnêtement, avec une valorisation de 3 milliards, on ne peut pas trop se plaindre. Je pense on a fait des erreurs. Bien évidemment qu'on a fait des erreurs. Je pense qu'on a fait aussi on a eu raison sur certaines choses, ce qui nous a amené ici. Euh, les plus grandes erreurs, je pense souvent, c'est d'engager pas forcément les bonnes personnes. Euh, Souvent pas en termes de compétences. Les compétences, souvent les personnes les ont, soit elles peuvent apprendre, mais au niveau de mindset ou de culture, ou des fois, spécialement au début, on se dit, ah, tiens, on va engager des rockstars, des choses comme ça, mais à la fin, ça marche pas forcément. Donc je dirais ça, c'est les erreurs qui sont les plus coûteuses à la fin, parce que ça a un impact sur la culture, ça a un impact sur le business, et souvent, on prend du temps, même si on s'en rend compte assez vite, on prend du temps à les corriger. Je pense que licencier des gens, c'est quelque chose en tant que manager, c'est le truc le pire.
à faire. Donc des fois, on n'est pas assez rapide à les corriger en plus. Comment vous choisissez les personnes qui travaillent pour vous? Avec IA ou pas? Euh, Principalement, non, pas avec l'IA. De plus en plus, ça dépend un peu des postes. Sur certains postes, on met une candidature et on peut avoir des milliers de candidatures, des milliers de dossiers qui arrivent. Donc là, oui, il peut y avoir un pré-filtre de dossiers qui sont faits de manière automatique. À l'époque, c'était juste avec des mots-clés. Maintenant, c'est plutôt avec de l'IA. Ça, oui. Par contre, après, c'est vraiment, ça reste humain. En tout cas aujourd'hui, j'espère que ça va le rester. À titre personnel, je ne suis pas sûr que je le prendrais bien, que ma première interview dans l'entreprise, je dois parler avec une IA. Si l'entreprise ne veut pas dédier du temps pour moi, je ne suis peut-être pas la bonne personne pour cette entreprise. Donc pour moi, non, pas trop d'IA. Oui, pour faire des filtres de CV au début, mais après tout le processus est fait de manière, j'ai envie de dire, entre guillemets, traditionnelle. Mais est-ce que quelqu'un qui utilise l'IA à hauteur de, je sais pas, 50% dans ses activités est devenu un critère de recrutement? Alors, je pense que c'est difficile à quantifier, ça dépend pourquoi on utilise l'IA. Pour moi, ce qui est important, c'est d'être efficace, productif et fournir un travail de qualité. Euh, Si c'est utiliser l'IA pour ship crap faster, ça vaut pas la peine. Donc, pour moi, c'est vraiment une question de qualité. Bien évidemment, on s'attend à que tous les employés soient ouverts et apprennent à utiliser l'IA pour être plus efficaces. Le continuous education, tout ça, pour nous, c'est une valeur clé dans l'entreprise de continuer à se former, de continuer à évoluer. Donc oui, c'est un critère. Oui. Deux petites questions. La première, à revenir sur le KPI de succès qui paraît valorisation, 3 milliards, magnifique, la société, elle est vraiment successful. Est-ce que pour vous, c'est vraiment ça, le succès d'une startup? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, vous avez parlé de AWS comme un partenaire qui est présent partout dans le monde, mais quand on est une startup et qu'on grandit, est-ce que quelqu'un comme Infomaniac, une société locale qui a certaines capacités, mais peut-être pas toutes, ne pourrait pas être un choix plus stratégique et en respectant cette indépendance, entre parenthèses, de éventuelles décisions qui peuvent venir d'ailleurs et impacter votre business plus long terme. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. J'ai commencé par la dernière, donc entre guillemets, AWS versus Infomaniac, pour quelqu'un qui démarre. J'ai beaucoup d'affection pour ce que fait Infomaniac, et c'est très bien. Après, je pense que ça dépend de la vision de l'entreprise. Malheureusement, passer d'un cloud à l'autre, c'est pas simple. C'est pas qu'on peut juste dire, tiens, je résilie l'abonnement et je mets mon logiciel sur sur une autre plateforme. Il y a beaucoup de choses qui deviennent intrinsèquement liées avec la plateforme, ce qui n'est pas positif en l'occurrence, c'est pour la concurrence, c'est pas positif, mais c'est la réalité. Donc si la vision de l'entreprise, c'est de s'agrandir à l'international et devenir mondial, je ne pense pas qu'Infomaniac soit une bonne option. Maintenant, si je devais développer une entreprise en Suisse pour le marché suisse, ça pourrait être tout à fait une bonne option. Ça dépend un peu de la vision de l'entreprise. Infomaniac ne va jamais offrir un centre de données au Japon. C'est pas leur but. Sur la première question, sur le KPI, la valorisation, j'ai envie de dire, durant la vie de l'entreprise, la valorisation, c'est un chiffre sur un bout de papier. Psychologiquement, émotionnellement, ça fait plaisir. Quand on est devenu une licorne il y a 5 ans, bien sûr, ça fait plaisir. Est-ce que ça change quoi que ce soit? Pas du tout. Absolument rien. C'est qu'une valorisation. Là où la valorisation est importante, c'est quand il y a un exit, bien évidemment, où là, il y a un intérêt financier à avoir une valorisation qui est importante. Après, comme KPI plus important, non, pour nous, la valorisation, c'est pas ça. Pour nous, c'est le revenu. C'est dans une entreprise SaaS comme nous, c'est la ARR, le revenu récurrent annuel, où là, c'est ça notre KPI qui est le plus important. On en a quelques-uns, mais si j'en prends qu'un, c'est ça notre KPI, c'est pas la valorisation. En plus, valorisation, tant qu'on n'est pas une entreprise publique, elle change à chaque taux de financement, donc il faut attendre 5 ans pour avoir une nouvelle valorisation. Donc, à quelque part, on s'en fiche un petit peu. Qu'est-ce que vous avez trouvé ou pas trouvé qui vous a aidé dans vos débuts sur le canton de Vaud, en l'occurrence, comme condition cadre de votre développement et comme soutien d'organismes, par exemple, et qu'est-ce que vous avez malheureusement pas trouvé ou qui était un frein?
Merci. Alors, quand on a démarré en 2004, bien évidemment, l'écosystème startup et les aides, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. C'était beaucoup, 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 beaucoup plus limité. Mais n'empêche qu'on a quand même eu des aides qui ont été très utiles. La première, qui était plutôt financière dans Canton de Vaud, quand on a démarré, on a bénéficié d'un prêt de la FIT. Donc, c'est un organisme du canton de Vaud qui prête, en tout cas à l'époque, je ne sais pas si les modalités ont changé aujourd'hui, mais qui prête une certaine somme d'argent pour démarrer les entreprises. Donc, c'est un prêt sans intérêt. Donc, ça nous a beaucoup aidé. Sinon, on était on est une spin-off de l'EPFL. Donc, au niveau de l'EPFL, on a eu des aides plutôt en termes de, j'ai envie de dire, de coaching. De gens qui nous ont aidés au début, soit au niveau de l'EPFL ou après au niveau à l'époque ça s'appelait la CTI, ce qui est devenu InnoSuisse. La CTI aussi à l'époque, on avait un coach qui nous était attribué et ça nous a aidé à un peu naviguer les premiers temps où on a plus de questions que de réponses au début. Et donc ça a été une aide qui était très importante. Maintenant, de nos jours, il y a beaucoup, beaucoup plus d'aides qui sont disponibles pour les startups, je pense dans le canton de Vaud, mais globalement, je pense qu'à Genève aussi. Peut-être même des fois, il y a trop d'aides dans tous les domaines. Je pense quelqu'un qui démarre aujourd'hui, je pense que c'est difficile de savoir où s'adresser et passer plus de son temps à construire son business plutôt qu'à juste parler à des coachs, à différents organismes. Mais il y a beaucoup d'aides qui sont disponibles. Après, ce qui vient juste après les aides, c'est souvent ce qu'on parle, c'est de financement. C'est bien évidemment, tôt ou tard, quand on veut développer une entreprise comme ça en croissance qui, dans la tech, souvent perd de l'argent pendant très longtemps, il faut lever des capitaux. Nous, on a commencé très humblement avec un investisseur local en Suisse romande. Après, le tour suivant encore. Après, c'était un investisseur qui était en partie en Suisse, en partie en France, après plus européen, puis finalement, après plutôt mondial. Je pense qu'en Suisse, il y a beaucoup d'argent qui est disponible pour démarrer une activité, démarrer une start-up. Pour la scaler, je pense que c'est encore un autre sujet aujourd'hui. Mais pour démarrer, je pense qu'il y a suffisamment d'aides d'argent qui sont disponibles. Après, il faut avoir des bons projets. C'est pas parce qu'il y a de l'argent que, peu importe le projet, on va recevoir de l'argent, mais il y a de l'argent qui est disponible. J'ai une question, je voudrais revenir sur votre exemple l'utilisation de l'intelligence artificielle pour, excusez-moi du terme, mais remplacer par exemple sur le support IT. Est-ce que vous pensez qu'une entreprise comme la vôtre ou comme celle qui implémente ce genre de solution aurait une responsabilité sociétale pour accompagner le changement et ces personnes dont l'emploi serait impacté, si on pouvait aussi les emmener vers des métiers qui seraient nécessaires dans le futur pour accompagner le changement. Je pense à des designers d'agents ou ce genre de métiers en devenir pour lesquels ils pourraient avoir aussi une attraction et du coup amener une solution supplémentaire à la transition. Alors oui, je pense que les entreprises ont une responsabilité vis-à-vis de leurs employés. On parle beaucoup d'upskilling ou de reskilling dans les entreprises. Je pense que c'est une responsabilité des entreprises de le faire. Chez nous, en interne, on le fait d'une certaine manière parce que nos ingénieurs, typiquement, doivent apprendre à travailler différemment avec l'IA. Pas seulement juste avec l'IA, c'est pas juste de faire l'autocomplétion avec ChatGPT à côté ou Copilot. C'est vraiment comment est-ce on construit un produit avec des agents. Maintenant, c'est des agents IA qui codent. L'ingénieur a de moins en moins besoin de coder. Donc, il y a une formation à faire, ou soit fournie par l'entreprise, soit les ingénieurs le font eux-mêmes. Quand on parlait des gens du support, nouveau, je pense que oui, les entreprises, s'ils décident de réduire le nombre d'agents de support pour les remplacer par des agents intelligents, oui, c'est la responsabilité de l'entreprise pour voir s'ils peuvent requalifier ces gens, les monter en compétences pour faire des choses qui sont à plus haute valeur ajoutée. Maintenant, est-ce que c'est toujours possible de faire à 100%? Malheureusement, probablement pas, mais oui, ça devrait être la responsabilité des entreprises, clairement. Par rapport à vous, le fait d'utiliser des supports comme l'IA pour du développement, quel est l'impact? Comment vous gérez les risques pour le suivi? Alors, je pense qu'il faut faire la distinction entre l'IA il y a 2 mois, l'IA aujourd'hui et l'IA dans 6 mois ou dans une année. À moyen terme, je suis assez convaincu qu'il y aura beaucoup moins besoin, voire plus tellement besoin de regarder le code dans la majeure partie des cas.
c'est un peu comme quand on est passé de l'assembleur à des langages plus de haut niveau. Au début, tout le monde codait en assembleur, pour ceux qui sont peut-être ingénieurs. Donc vraiment des instructions machines très précises. Et à un moment donné, on a eu des compilateurs, puis on a eu un langage de plus haut niveau. Et certainement à ce niveau-là, on se disait, oui, mais non, mais si je fais l'assembleur moi-même, je vais être beaucoup plus efficace, beaucoup plus précis, etc. Mais à la fin, aujourd'hui, à peu près plus personne code en assembleur. Donc je pense qu'on va dans une direction assez similaire. Ça va pas être du jour au lendemain, mais ça va évoluer dans ce sens. Après, aujourd'hui, l'IA, pour moi, n'est pas encore assez performante ou assez correcte pour faire des systèmes sûrs qui peuvent scaler à grande échelle. Nous, en interne, quand on fait vraiment, j'ai envie de dire de la pure IA, c'est pour des prototypes, c'est pour des choses rapides. Pour ce qui est en production, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Là, on a encore besoin des ingénieurs pour être sûr que, nouveau, le code est sûr. Ça, je pense que on peut le voir sur les différentes choses qui ont été montrées, même ce matin, où vous avez vu dans la presse, Cloudbot, etc., où on voit qu'en fait, la sécurité, des fois, c'est assez approximatif. Donc, pour nous, ça, c'est quelque chose qui est clé. Donc, pour aujourd'hui, l'IA, je pense, n'est pas encore à hauteur aujourd'hui.